Bienvenue à C2G Talk, une série d'entretiens avec des professionnels éminents et des leaders d'opinion qui vise à explorer les défis de gouvernance soulevés par les nouvelles technologies de modification du climat. Je suis Mark Turner, consultant senior de la communication pour la C2G et j'ai aujourd'hui le plaisir d'être avec Gabriela Ramos, qui est la sous-directrice générale pour les sciences sociales et humaines de l'UNESCO. À ce titre, elle a notamment supervisé le développement et l'adoption du premier instrument mondial visant à promouvoir l'éthique de l'intelligence artificielle qui a été adopté en 2021 par l'UNESCO. Elle a également lancé le Forum contre le racisme ainsi que d'autres initiatives, plusieurs initiatives pour lutter contre les stéréotypes et les préjugés de genre. Elle a auparavant été directrice du cabinet de l'OCDE et elle a été directrice du cabinet du bureau de Mexico pour le CDE, pour l'Amérique du Sud. Bienvenue à C2G Talk. Commençons donc avec votre travail à l'UNESCO en tant que sous-directrice générale pour les sciences sociales et humaines. Donc, d'après ce que vous comprenez, vous supervisez des efforts en vue d'une société plus inclusive. En quoi cela se traduit dans la pratique? Eh bien, Marc, le mandat de l'UNESCO consiste à encourager la culture et la science, et dans mon cas, avec les sciences humaines et sociales, c'est ce qui est nébuleux parfois pour prendre des décisions qui sont basées sur des preuves. Donc, nous encourageons la recherche, nous incitons également les gouvernements à investir davantage dans la science, mais également d'utiliser la science pour prendre des décisions. Le contexte dans lequel nous vivons et qui est donc parsemé de tant de crises, conflits et tellement de paramètres et de tendances qui nous font poser des pressions sur notre société en termes de climat, etc. Et tout ça nous demande de penser hors des sentiers battus en nous fondant sur la science et sur des approches transdisciplinaires pour veiller à ce que le monde soit bien plus inclusif. Et c'est ce que nous faisons à travers la recherche. Mais nous avons également un mandat unique et très beau, et dans tout le système des Nations Unies et des systèmes multilatéraux, qui consiste à encourager l'éthique des sciences et des technologies. Donc, pour que tous ces développements et ces progrès ne soient pas simplement utiles ou bons, mais pour qu'ils conduisent vers où nous allons aller pour le bienfait de l'humanité. Et quels défis particuliers les changements climatiques et la science climatique fait peser sur tout ceci? Et tout d'abord, je dirais qu'avec le rapport du GIEC, on voit clairement qu'on est complètement à la traîne pour remplir nos objectifs en vue d'une transition qui soit neutre et faire des économies neutres en carbone. Nous avons assez de données scientifiques, mais il existe encore un déni climatique, ce qui est très révélateur sur le fait que les efforts qu'il faut déployer pour nous détourner des combustibles fossiles sont si énormes que c'est pratiquement impossible de le faire si on n'a pas une meilleure compréhension de ce que ça implique, car si on n'a pas été suffisamment bon d'avoir le changement de comportement qu'il faut pour nos économies, afin de prendre une trajectoire plus durable. Et par exemple, regardez comment fonctionne l'économie. Elle est mesurée par exemple par le PIB, mais le PIB ignore complètement l'impact de l'épuisement de nos ressources naturelles et de la nature. Et ça, c'est une chose qui doit changer. Et c'est pas un effort scientifique immense que d'aller au-delà de la mesure du PIB. Comme vous le savez, le travail de la C2G est axé sur la gouvernance des nouvelles technologies de modification du climat. Et dernièrement, la Commission mondiale d'éthique des connaissances scientifiques et technologiques, la COMEST, qui est un organe consultatif de l'UNESCO, a prélancé un rapport sur l'éthique de l'ingénierie climatique. Donc, avant de parler des résultats, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus de la COMEST et de son travail? Oui, c'est un organe qui a été fondé il y a 30 ans par l'UNESCO afin de faire ce que je disais dans la première partie de notre conversation, à savoir d'appliquer ces cadres d'éthique au développement des technologies. Et je pense que dans ce monde qui est très rapide, de technologies, de développement très rapide auquel nous sommes fait face dans de nombreux domaines comme l'intelligence artificielle,
et certaines qu'on appelle des technologies comme vierges, il est important d'avoir un point de vue et d'utiliser les cadres éthiques pour poser les bonnes questions. Par exemple, de voir, est-ce qu'on se demander si on a besoin de ces technologies. Deuxièmement, se demander ce qu'elles nous apportent à nos objectifs en tant qu'être humain pour une société plus inclusive, par exemple. Et troisièmement, est-ce que ces développements, ces progrès sont menés d'une façon responsable? Donc, la Comest a produit vraiment des idées et des aperçus très importants, comme je le disais, sur la question de l'intelligence artificielle, de l'Internet des objets, des vaccins contre le Covid. Et également, donc maintenant, elle s'attaque à regarder ce qui est l'ingénierie du climat. Donc, c'est très intéressant de pouvoir collaborer avec C2G et également avec la Climate Overshoot Commission et que nous considérons tous que c'est une chose qu'il faut examiner de près. Approfondir donc sur ce sujet, quelle est la raison pour laquelle la Comète a décidé de s'impliquer à cette question de l'ingénierie climatique? Qu'est-ce qui en a fait un sujet digne d'intérêt? Premièrement, parce que c'est imminent, ce sont des technologies qui sont là et qui peuvent être utilisées afin de modifier, de changer les conditions atmosphériques ou les émissions de carbone. Et donc, il est important d'en être conscient. Et c'est notre rôle à l'UNESCO de sensibiliser sur ces questions. Deuxièmement, parce que le climat est une multitâche. Et donc, il faut qu'on ait des bases, une sorte de plateforme. Il faut voir les possibilités, explorer les possibilités qu'il y a de nous baser sur ces technologies pour atteindre nos objectifs climatiques. Je pense qu'il y a ces deux volets, de mieux comprendre les technologies, de voir si elles sont susceptibles de tenir leurs promesses et de voir si elles sont fiables pour la tâche que nous avons face à nous en termes d'urgence climatique. Et donc, parlons des résultats du rapport qui va être lancé. Je comprends que vous avez fait allusion à deux approches, l'élimination du CO2, qui est, qui est d'absorber du CO2 qui a déjà été émis, et la modification du rayonnement solaire, qui, cons, qui, sur donc, qui consiste à refléter une portion du rayonnement solaire dans l'espace afin de refroidir les températures. Euh, donc, quels sont les principaux points retenus de ce rapport? Et tout d'abord, comme je le disais, ce qui est intéressant de voir, c'est que les experts du comité ont expliqué ce que c'était d'avoir ces technologies. Le fait de pouvoir, avec ces technologies sophistiquées et propres, et il faut voir ce que l'on... Oui, en fait, on s'inspire sur les éruptions volcaniques et il semble qu'il y a ces effets qui créent une sorte de protection et qui évite trop de rayonnement solaire. Mais ça, il faut que ce soit expliqué. Et il faut également expliquer qu'on a beaucoup avancé en termes de captage du carbone. Le captage du carbone est plus complexe parce qu'il est très cher et nous ne savons pas encore décider ce qu'on va faire une fois qu'on l'a capté. Il faut le stocker, mais où le stocker, c'est une question très complexe. Parallèlement à cela, donc la modification du rayonnement solaire, ces technologies semblent d'être assez bon marché. Il y a eu des chiffres dans le rapport qui est qu'on aurait besoin 10 milliards d'investissements pour chaque degré centigrade. Et on l'a à la portée de la main, entre guillemets. Pardon. Donc il est important euh, de voir, et c'est pour ça que le comité est surtout axé sur la MRS. Mais donc, même si c'est possible, euh, et votre travail confirme également que ça pourrait être faisable, mais la première question, c'est le principe de précaution. C'est un élément d'éthique, bien entendu. Est-ce qu'on a pris en compte toutes les conséquences possibles? Est-ce que l'on est sûr que l'on peut moduler nos interventions afin d'atteindre nos objectifs, qui est de réduire l'impact du rayonnement solaire en surface, dans l'atmosphère?
Mais est-ce qu'on va dépasser et ensuite produire un refroidissement très marqué à long terme? Donc tout ça, ce sont des questions d'un point de vue technologique qu'il faut prendre en compte. Mais il y a également une dimension de sociétale qui est fondamentale, c'est-à-dire que qui va prendre la décision? Et comme vous l'a fait justement votre travail, avec votre projet C2G, qui est en charge? Qui, qui prend la décision? Qui s'en occupe? Qui va être impacté? Et donc, qui va développer la gouvernance de cette technologie pour être sûr que ce n'est pas simplement entre les mains des personnes qui peuvent le faire, mais également dans les mains de tout le monde. Et il faut voir les impacts, comment ils vont être répartis, et y avoir toutes les personnes autour de la table. Et bon, il faut qu'il y ait une justice intergénérationnelle. Ce sont des questions que le comité demande que l'on étudie. Est-ce qu'on a assez de connaissances sur les technologies également? Et il y a enfin la question, enfin il y a aussi la question politique, car maintenant il y a une forte pression pour que les pays fassent leur contribution déterminée au niveau national. Et on est très en retard sur ci. Dans les négociations internationales, on peut à peine parler des combustibles fossiles. Donc c'est comme si on revenait en arrière par rapport à l'accord de Paris. Et c'est important de ne pas simplement voir les technologies comme une solution fantastique, mais également de les voir dans le contexte de tous les autres efforts qu'il faut déployer et utiliser ces technologies. Si ça réduit nos efforts, ou est-ce que ça va nous faire qu'on va être trop détendu et on va pouvoir continuer à émettre et se dire pourquoi on doit autant faire d'efforts d'atténuation? Vous voyez, donc toutes ces questions sont sur la table, mais la chose la plus importante, c'est qu'il faut avoir des débats inclusifs. Il faut que l'on inclue tout le monde, car ces technologies vont être surtout brevetées par les pays du Nord, comme c'est le cas pour l'intelligence artificielle ou bien d'autres technologies, et alors que c'est une question mondiale et qui affecte beaucoup les pays du Sud global et la société civile, et donc il faut que tout le monde soit inclus dans la conversation. Vous avez fait un très bon résumé de toutes ces questions essentielles, et j'aimerais approfondir cette question. Donc, commençons par une question large. Vous avez fait allusion à ce que l'on désigne comme l'aléa moral, c'est-à-dire le fait que certaines de ces approches pourraient réduire la pression qui s'exerce sur les sociétés afin de couper d'abord les émissions, de les réduire. Est-ce que vous voyez que c'est un véritable risque, et est-ce qu'on pourrait euh, travailler d'une autre façon, c'est en se dire que finalement, réduire les émissions nous ferait écarter d'autres technologies justement qui pourraient nous servir. Donc comment voyez-vous ça à la lumière de la réalité, du dépassement et de la situation dans laquelle nous sommes? Je recadrerai un peu la question, c'est que je ne pense pas qu'il faille convaincre la société civile. D'ailleurs, vous avez vu CINET, c'est le, le réseau d'action de la société civile pour des jeunes et qui prennent des actions directes. Et d'ailleurs, cette semaine, Greta Thunberg a eu des problèmes avec la police ou la justice car elle a participé à une manifestation et a été, soi-disant, un élément perturbateur. Mais tous ces jeunes nous disent que nous n'en faisons pas assez. Donc la société civile est consciente. La seule chose, c'est qu'on n'a peut-être pas euh, changer l'écosystème d'une façon qui nous permettrait vraiment d'avoir un changement de la société. Je suis plus inquiète de mon côté que ça puisse être utilisé par les climato-sceptiques ou que ça puisse être utilisé par les énormes intérêts personnels des lobbies qui gagnent à ce que notre consommation d'énergie ne change pas et qui n'ont pas du tout envie que ça change. Ils ne veulent pas changer d'un pouce. Et ça a été un autre débat, c'est pas nouveau d'ailleurs, hein, ça fait des années que ça court, mais le fait que d'un côté, il y a des personnes qui sont très avancées technologiquement, qui nous disent qu'il ne faut pas s'inquiéter, et d'autres personnes qui voient ça avec une morosité en disant que c'est pas important. Donc, je pense que ce que vous faites avec votre initiative Carnegie, mais également ce que la Comesse ou Pascal Lamy, c'est de mettre ces questions dans le bon point de vue, d'appliquer le bon filtre et le bon prisme. Car on ne dit pas non, interdisez toute recherche sur ce sujet. Au contraire, continuez. Et si elles ont des mérites, eh bien, mettez-les sur la table. Mais il faut que ça se repeint de débats conséquents et d'une recherche approfondie pour en voir les mérites,
mais faisons également et dans un contexte qui dit qu'on ne peut pas arrêter l'agenda d'atténuation sur lequel on s'est mis d'accord en 2015, même si ça paraît maintenant lointain. Et donc, la solution, c'est un ensemble, d'après moi, de technologies et de tout ceci, mais il faut qu'il soit très clair de dire de l'utilisation qui peut être faite de ces possibilités et pas simplement d'un côté pour se détendre d'un côté en disant on n'est pas très conscient de ça ou au contraire d'être manipulé par ses intérêts particuliers et, et donc il faut veiller à ce que, voilà, il faut faire attention à ces intérêts qui voudraient ne pas nous faire changer d'impôt sur notre consommation. Et donc, pour ce qui est de la modification du rayonnement solaire, c'est un sujet qui porte à polémique et qui divise même la communauté scientifique. Et même sur la recherche, je viens d'entendre une sorte de soutien très passionné à l'égard de la recherche. Vous pourriez peut-être nous en expliquer pourquoi vous pensez que la recherche est importante et pour aller plus loin, euh, où est-ce que la recherche devrait se faire? Est-ce qu'elle pourrait justement être inclusive et inclure les sociétés du monde entier? Et je pense qu'il y a, ça s'entoure de beaucoup d'incertitudes et il faut également se souvenir que tous ces développements technologiques, il faut voir s'ils vont être faisables pour faire ce type d'intervention. Mais il y a beaucoup donc d'incertitudes sur le fait qu'il va devoir ajuster les mesures pour veiller à vraiment avoir que cette modification du rayonnement solaire ne nous conduise pas à l'autre extrême. Et il faut donc veiller à ceci, du moins pour la partie technologique. Il faut qu'il y ait plus de recherche, mais il faut également avoir davantage de connaissances. Et nos sociétés sont différentes, hein. Elles poursuivent des buts différents et en fonction des différents pays du monde. Et, et elles en sont à des niveaux différents, des niveaux très différents de développement et de compréhension. Donc il faut produire plus de recherche qui augmente la sensibilité sur ces questions. Pardon. Car vous voyez par exemple le travail qu'a fait la COMEST et le rapport du comité sur le dépassement du climat s'adresse essentiellement aux connaisseurs, c'est-à-dire aux personnes qui ont d'ores et déjà une certaine connaissance de ces questions. Et je pense qu'il nous incombe de le rendre accessible, de le vulgariser auprès d'un public beaucoup plus large, du grand public. Et avez-vous... Pardon. Et c'est vrai, pour terminer, c'est que tout ceci ne vient pas dans un espace vide, mais dans un espace où il y a beaucoup de confusion, de troubles. Comme je le disais, il y a beaucoup de climato-sceptiques et des personnes qui disent aussi, vous avez une sorte de sous-science qui nous dit de ne pas nous inquiéter. Et il y a également un contexte où il y a un manque de confiance, en particulier sur la recherche et sur la science. Et donc, il faut instaurer cette confiance. Et cette confiance est nécessaire, et vraiment, c'est un élément nécessaire pour nous aider à avancer, pour avoir des débats dans le monde entier. C'est bien entendu le contexte très difficile dans lequel nous travaillons tous actuellement. Est-ce que vous avez des idées particulières ou des recommandations ou des réflexions sur la façon dont on pourrait partager les informations sur la modification du rayonnement solaire, la MRS, plus largement, qu'est-ce qui pourrait aider à diffuser ces informations? Quelle forme cela prendrait? Et peut-être comment le faire d'une façon qui instaure la confiance? Je pense que c'est un domaine où notre mandat sur la science à l'UNESCO peut conduire à des leçons, à avoir appris de nos leçons, car ça a été des processus qui ont impliqué toutes les voix et engagé toutes les voix autour de la table. On ne peut pas être un endroit où simplement on parle avec les personnes qui parlent notre langage. Il faut que ce soit plus inclusif, il faut qu'on atteigne des groupes beaucoup plus marginalisés, les groupes qui souffrent le plus, par exemple, du changement climatique. Et donc, l'une des conclusions de ce rapport, c'est que l'UNESCO doit
utiliser son pouvoir de convocation pour réunir tous ces acteurs autour de la table, pour provoquer un véritable changement. Pas avoir une approche descendante, mais il faut que vraiment ça rassemble tout le monde autour de la table et nous allons organiser ces discussions. Il y a aussi la question du cadre dans lequel la science est développée. Et ça, c'est toujours un sujet très épineux. Car en fin de compte, ce sont des technologies brevetées qui appartiennent à certaines institutions, certains chercheurs, que ce soit le privé ou le secteur public. Mais il y a des brevets et c'est fondé donc sur des connaissances. Et donc, il faut qu'il y ait une façon d'équilibrer cette protection de l'innovation avec les besoins qu'a le reste du public de savoir plus là-dessus. Et je vous dirais ça demande une sorte, ce que j'appellerais une boussole éthique. Car, par exemple, dans le contexte dans lequel on a développé nos initiatives sur l'intelligence artificielle, il était très clair que nous avions besoin d'exploiter, de tirer parti des différents domaines qui apportent des connaissances à tout ceci, qui éclairent tout ceci, et il faut qu'il y ait des conversations mondiales sur ceci. Et je crois que l'aspect éthique est particulièrement fascinant, c'est-à-dire d'avoir une société où la discussion sur la MRS, par exemple, sur l'adoption ou le rejet de cette technologie, euh, alors qu'elles s'entourent d'incertitudes, pardon, et il faut voir comment les gens finalement vont intégrer ça dans leur cadre éthique. Et comme vous le disiez, les sociétés sont différentes et elles ont des cadres éthiques différents à l'égard de ces discussions sur ces techniques. Quel type d'approche prenez-vous dans ces cadres éthiques? Parfois, on pense que l'on parle avec quelqu'un de la science, mais en réalité, on est en train de parler d'éthique. Et on a différentes approches à cet égard, parce qu'on vient de différentes philosophies ou autres. Donc, quel genre de cadre éthique pourrait-on appliquer à cette discussion sur la MRS? C'est très intéressant car il est vrai que les notions éthiques diffèrent, varient selon l'endroit où on est et parfois ça vous conduit vers le relativisme, mais il y a quelque chose avec lequel on ne peut pas transiger, je dirais, du moins avec nos cadres à l'UNESCO, c'est notre cadre éthique qui est donc lié à la promotion et la production des droits humains et de la dignité humaine, la promotion d'une société inclusive, de la justice, de la justice sociale, la protection des personnes les plus vulnérables. Donc, la réflexion éthique est peut-être différente d'un endroit à un autre, mais le résultat en termes de protection de la capacité des humains à agir, de veiller à ce que les décisions soient prises en toute connaissance de cause et de base, et tout ça, c'est universel à mon avis. Et donc, pour moi, ce n'est pas très compliqué finalement. La question éthique, alors, définie ainsi, nous rassemble en fin de compte, car en autre mot, on veut avoir de la dignité, de la capacité d'agir, on veut être maître de ses propres décisions, on veut avoir des communautés inclusives, mais la question éthique peut s'accompagner également des préférences d'une société. Vous avez des pays qui sont peu enclins à prendre des risques, d'autres qui sont plus enclins, qui aiment prendre des risques, et donc bien sûr, ça doit être reflété dans les décisions éthiques. Je fais le parallèle avec l'intelligence artificielle car un pays comme les États-Unis sont très ouverts aux risques. Ils ont cette tolérance à l'échec qui est admirable. En revanche, en Europe, les pays européens ne prennent pas de risques, n'aiment pas prendre des risques et donc ils ne vont pas faire mettre sur la balance et compenser leurs droits humains avec la technologie. Mais finalement, c'est que finalement, il faut mettre tous les points de vue autour de la table, avec les pays qui risquent, ceux qui risquent moins, ceux qui ne sont jamais autour de la table, il faut qu'ils y soient. Car finalement, tout ça, il ne faut pas que ce soit fait uniquement par des institutions du Nord global. Et soudain, il y a comme une ouverture magique, car soudain, on arrive à quelque chose qu'on n'aurait jamais imaginé. Et par exemple, nos recommandations sur l'intelligence artificielle ou le travail que l'on fait dans les neurotechnologies utilisent justement ces cadres.
Et donc, il faut que ce soit des solutions qui ne soient pas imposées par vous ou par moi, mais qui soient en quelque sorte façonnées de façon inclusive ensemble, avec différents points de vue. Alors, c'est très important de, de ne pas euh, laisser le débat climatique ne peut pas dépendre uniquement des techniciens. Il faut qu'il y ait des anthropologues, des sociologues, il faut qu'il y ait des historiens, des humanistes, des artistes, car les humains ne sont pas simplement des producteurs ou des consommateurs de technologie, nous sommes des créatures qui ont différentes dimensions, nous avons une âme, nous avons un cerveau et nous ressentons des émotions, et c'est très important d'avoir toutes ces approches multidisciplinaires et qui enrichissent la façon dont on prend les décisions. Ce n'est pas uniquement, cette conversation ne doit pas être réservée aux experts. Et c'est très intéressant. J'aimerais avoir toute une conversation simplement sur la dimension justement de l'humanité, toutes les dimensions de l'humanité. Et attendez, Marc, je vais vous dire quelque chose. Nous avons une coalition que nous appelons Bridges, les ponts, car pour être sûr que voilà, on comprenne bien la transition climatique et on en apprend beaucoup sur les cultures, des cultures autochtones, sur certaines cultures qui parlent de renaissance. C'est fascinant, ou par exemple de voir comment on utilise l'art pour changer les mentalités et pour porter un autre œil sur la planète. Et peut-être une dernière question justement là-dessus. Vous avez parlé du travail que vous faites à l'UNESCO. Et en plus particulier, vous pourriez nous en dire plus sur les prochaines étapes de votre travail à l'UNESCO, d'autres discussions sur la gouvernance dans un cadre international. J'ai oublié de dire, et c'est très intéressant, c'est que nous avons une déclaration sur les principes du changement climatique, principes d'éthique et ce dont nous parlions. Et donc, ça dérive de nos rapports. Et bien sûr, on met au centre les droits humains, l'équitable, la justice. Le rapport va être fin novembre. On aura une session sur l'ingénierie du climat à la COP 28. On en avait déjà une à la précédente COP à Sharm el-Sheikh. Et nous avions commencé la conversation avec le comité du dépassement et d'autres organismes. Et c'était bien. Je pense qu'il faut qu'on continue dans cette voie. Mais le rapport va également inclure des recommandations très fouillées de l'UNESCO. Je ne suis pas sûre qu'on aboutisse à une normative, à un instrument de normative, mais c'est, ça c'est moins évident. Mais je suis persuadée que l'UNESCO va utiliser son pouvoir de conversation pour rassembler toutes les parties. Et maintenant, d'ailleurs, que les États-Unis sont revenus à l'UNESCO, chose dont je réjouis. Et donc, on va faire venir tout le monde autour de la table d'une façon qui soit très honnête euh, et en donnant la voix à tout le monde, de façon à avoir une discussion et une évaluation claire et continuer à avoir ce débat que nous avons maintenant d'une façon qui soit ouverte, inclusive et transparente. Et, et avec tous les parties prenantes concernées, car bien sûr, il y en a besoin de la société civile, du secteur privé et des universitaires, mais je crois que ça va être fascinant et que cette conversation qu'on a maintenant, c'est juste le commencement de tout ceci et qu'il y en aura beaucoup d'autres derrière. Et oui, bien sûr, on aura d'autres conversations. J'aimerais peut-être terminer sur une touche plus personnelle, car vous êtes une personne très positive et bien sûr, vous faites face à un sujet très compliqué et avec qui a des sérieuses conséquences, évidemment. Et ça peut être dur de garder le sens de la positivité, en particulier euh, parce que vous voyez parfois des pas en arrière, comme vous disiez. Comment restez-vous positive? Quel type de philosophie ou autre utilisez-vous pour rester si souriante? Ah, bah, je suis contente d'être optimiste et je suis heureuse de ça, mais vous avez raison dans le sens où, eh, bien sûr, il faut être conscient et parfois on peut être un peu dépassé. Hein. Mais en réalité, comme je viens d'un institut qui promeut et encourage la science, je crois dans les preuves. Tôt ou tard,
les dirigeants doivent se servir des preuves. Et j'ai vu le pouvoir des faits. J'ai été pendant 20 ans à l'OCDE j'ai utilisé les faits pour convaincre les décideurs politiques et pour qu'ils les prennent en compte, hein, qu'ils prennent en compte les preuves scientifiques et de la recherche pour faire avancer, pour concevoir des solutions. Oui, on dit oui, je sais qu'actuellement il y a beaucoup de gouvernements populistes qui sont pas très à cheval sur les faits, certes, mais j'ai vu par exemple, regardez, vous vous souvenez de ce rapport de Lord Nicholas Stern sur le coût du climat sur l'économie et c'était déchirant. Et ça a conduit Mark Carney à parler d'actifs échoués. Et, et donc à ce moment-là, le terme a émergé et donc voilà, il fallu que le secteur financier y fasse attention et n'investisse pas dans ce type d'actifs. Donc je pense qu'on va pouvoir mettre ces preuves et cette recherche en avant pour aller de l'avant. Et c'est pour ça que je suis si heureux de me parler avec vous, car plus on fait de bruit, plus on en parle, plus on parle de la science, plus on met en avant les faits, et plus forts nous serons, et nous pourrons exercer des moyens de pression sur les politiques, car c'est nécessaire. Mais oui, je suis positive. Je sais qu'il y a plus de personnes merveilleuses dans le monde que de personnes qui cherchent à faire le mal. Bien sûr, cette note positive, je vous remercie infiniment, Gabriela Ramos, d'avoir participé à notre émission si intéressante. Merci à vous et félicitations.